Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va lire une nouvelle interview entre le producteur du jeu Dragon Ball Sparking Zero et les journalistes du site IGN, donc qui ont fait un article dans lequel ils proposent une interview qu'ils ont réalisée avec John Fulutani. Et du coup je vous propose de lire un résumé et l'interview complète ensemble en français. Alors on a vu pas mal d'interviews et celle-ci, clairement, elle apporte pas beaucoup de nouveautés, mais il y en a quand même certaines et je vous propose de les voir ensemble. Alors donc, une nouvelle interview entre le site IGN et le producteur du jeu Dragon Ball Sparking Zero nous en dit beaucoup plus sur ce que renferme le jeu. Le retour de la série Budokai Tenkaichi avec Sparking Zero est l'un des événements les plus attendus de ces dernières années par les fans de la franchise, et il faut pas avoir peur de le dire, par tous les joueurs des années 2000 qui ont poncé leur manette PS2 sur les Budokai Tenkaichi. Depuis la sortie de Budokai Tenkaichi 3 en 2007, la franchise n'a pas vu de véritable suite, à part peut-être les Raging Blast, mais qu'on peut pas vraiment considérer comme des Budokai Tenkaichi. Ce qui fait que ce nouvel opus est très attendu en 2024. Donc Jun Fulutani, le producteur chez Bandai Namco, a partagé des informations intéressantes lors de cette interview avec IGN, et nous vous l'avons traduit en intégralité, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais d'abord, je vous propose un résumé de ce que va dire cette interview. Donc, tout d'abord, il va parler du mode histoire. Donc il nous explique que le jeu se concentre sur les combats emblématiques de Dragon Ball, plutôt que de reproduire intégralement l'histoire, comme on l'a déjà vu dans les précédents jeux Dragon Ball. Donc certains scénarios offrent des embranchements narratifs qui permettent aux joueurs d'explorer des what-if alternatifs. Donc par exemple si Goku n'était pas mort contre Raditz, ce genre de choses. Donc ça c'est des choses qu'on a déjà vues de façon officielle, donc c'est pas du spoiler, mais il y a beaucoup d'embranchements à découvrir. Donc le second point qui nous explique, c'est au niveau des détails et des éléments visuels. Donc les développeurs ont mis un soin particulier à reproduire les détails visuels, comme la manière dont les vêtements de Goku se déchirent en fonction des sagas, ou sa coiffure. Il y a des interactions spéciales entre certains personnages et des éléments uniques liés au stage, qui ajoutent également de la profondeur au jeu. Alors les stages, c'est les arènes. Je sais que ce terme-là, il est un peu ambigu parfois, mais on parle bien des arènes de combat. Le mode encyclopédie, donc ce mode il fait son retour, comme on l'avait eu dans les précédents jeux. Donc on aura des figures comme Shishi et Videl, et Bulma aussi. Bulma on l'avait déjà vu dans les précédentes encyclopédies des précédents jeux. Et donc ce mode encyclopédie, comme son nom l'indique, il va vous permettre de découvrir les lieux, les personnages, les objets de Dragon Ball et d'avoir une description détaillée. Ensuite il nous parle des DLC, donc comme on l'a déjà dit sur Twitter, il y a déjà 3 packs qui sont prévus, ça on l'a déjà répété plein de fois, mais les 3 packs du Season Pass 1, ils vont concerner uniquement Dragon Ball Super Hero et uniquement Dragon Ball Dama, ni plus ni moins. Voilà, on sait qu'il y a déjà Gamma 1 et Gamma 2 qui ont été annoncés. On imagine facilement qu'il y aura Gohan Beast, Orange Piccolo et Cell Max. Puis voilà, probablement Goten, Trunks, etc. En 5, on a les stages et les mécaniques de combat. Donc le jeu il proposera 12 arènes au lancement, avec des éléments interactifs dont Jun Fulutani nous parlera plus tard. Et les attaques puissantes peuvent aussi altérer le décor, ça on le savait, les arènes destructibles. Et certains personnages comme les cyborgs, qui n'ont pas d'aura, pourront aussi se cacher, et du coup vous ne pourrez pas les détecter. Donc il y a plein apparemment de subtilités comme ça qui sont liées aux arènes, qui peuvent être vachement bien à découvrir. Donc le crossplay, il n'y en aura pas pour l'instant. Clairement, vous le verrez dans l'interview, le producteur, c'est toujours le même discours. En gros, il dit ils aimeraient bien le faire, mais ils peuvent pas. Voilà. Et il nous dit peut-être que dans un avenir proche ou lointain, voilà, vous aurez quelque chose. Mais il faut pas y compter dessus. Le contenu solo. Donc en dehors du mode histoire, est-ce qu'on aura de quoi kiffer ? Oui, déjà il y aura le mode multijoueur. Je suis un peu étonné qu'il n'en parle pas dans cette interview. Mais surtout, il y a le mode combat personnalisé. Donc en gros les joueurs ils pourront créer leur partie et les partager en ligne, et vous aussi vous pourrez bien sûr jouer au scénario que les autres joueurs auront préparé pour vous. Donc voilà, ça c'est un condensé de tout ce qu'on va voir maintenant. Donc à partir de là on va lire l'interview complète, et donc c'est un échange entre IGN et Jun Fulutani encore une fois. Alors IGN, pouvez-vous nous parler un peu de ce que c'est que de créer un mode histoire pour une œuvre comme Dragon Ball, qui est si longue et qui comporte tant de suites de films de combat et de lignes narratives de personnages ? Comment décidez-vous sur quoi vous concentrez, quoi couper, et ce que vous passez légèrement en revue ? Donc le producteur y répond.
Une bonne façon de voir les choses, et voici l'essentiel, c'est que ce jeu est un jeu de combat. Donc dans les épisodes de combat, donc pour rappel les épisodes de combat c'est un mode de jeu que vous avez joué précédemment. Alors quand il dit que vous avez joué précédemment, c'est parce que le journaliste de IGN, il a testé le jeu juste avant cette interview. Donc dans les épisodes de combat que vous avez joué précédemment, nous voulions nous concentrer sur les combats qui mettent le mieux en valeur les personnages dans l'histoire. Et évidemment, vous pouvez voir certaines histoires secondaires dans les cinématiques. Donc je pense qu'une meilleure façon de voir les choses est que, plutôt que de profiter pleinement de l'histoire, nous voulons que les joueurs profitent pleinement des meilleurs combats de la franchise Dragon Ball. Et en plus, vous avez joué les épisodes de combat plus tôt. Alors non, pardon. Et en plus, vous avez joué les épisodes de combat plus tôt. Oui, donc plus tôt, ça veut dire juste avant l'interview. Nous ne sommes pas vraiment entrés dans les cartes à embranchement. Donc les cartes à embranchement, en fait, c'est... vous imaginez une timeline, une espèce de map, de carte avec une espèce de timeline, comme ça se fait dans tous les jeux. Et en gros, en fonction des choix que vous allez faire, vous allez prendre cette branche-là plutôt que cette branche-là, etc. Donc nous voulons également nous concentrer sur les combats qui pourraient potentiellement se ramifier en différentes directions. Que se passerait-il si ce personnage battait celui-ci au lieu de celui-là, etc. Ce genre de combat. Donc oui, nous avons mis un accent particulier sur ces combats à embranchement. Autre question de IGN. J'aimerais justement parler de ces embranchements. Pouvez-vous nous expliquer en détail à quel point ces embranchements sont significatifs ? À quel point est-ce que je joue un jeu différent si je vais suivre plutôt cet embranchement-là plutôt qu'un autre ? Alors le producteur répond, c'est une question très difficile à répondre car cela dépend de l'embranchement dont nous parlons. Cela peut prendre une direction complètement différente, mais certains embranchements pourraient simplement revenir à l'histoire canonique. Par exemple, dans l'exemple qui a été montré très tôt, si vous jouez les épisodes de combat de Goku, lorsque vous affrontez Raditz, il y a des petits embranchements, mais ils vous ramènent tous à l'histoire canonique. Et évidemment, après avoir battu Raditz, il y aura l'arc Vegeta, il y aura l'arc Freezer, donc finalement, on reviendra toujours sur l'histoire canonique. Dans certains cas, attention. Donc oui, certains embranchements sont juste des petites déviations, tandis que d'autres prennent une direction plus différente, et encore d'autres, encore très radicalement différentes. Alors IGN pose une autre question. Je sais que vous pouvez probablement pas dire grand chose, mais je dois vous le demander. Avec ces scénarios hypothétiques, y a-t-il une chance que nous voyions de nouvelles fusions dans le jeu ? Le producteur, il dit question très intéressante, mais difficile à répondre. On préfère garder la surprise pour la sortie du jeu. Et il se contente de dire juste ça pour le moment. Voilà. Après, on espère qu'il y aura des nouvelles fusions, comme c'était le cas dans les précédents Budokai Tenkaichi, bien sûr. Alors, IGN. Je pense que l'une des choses que les fans de Tenkaichi apprécient le plus dans la série, ce sont tous les petits détails et l'attention portée aux éléments spécifiques. Comme certains matchs qui ont des dialogues uniques lorsque vous commencez un combat entre deux personnages en particulier, ou le fait que Mr Satan ne peut pas voler, mais utilise plutôt un jetpack dans Tenkaichi 3. Y a-t-il de nouveaux petits détails destinés spécifiquement aux grands fans de Dragon Ball dont vous êtes particulièrement fiers dans ce jeu ? Et le producteur, il répond que oui. L'un des aspects auxquels ils ont accordé une attention particulière est la manière dont les personnages bougent et les expressions qu'ils ont. Et en approfondissant ça, vous avez vu les différentes versions de Goku dans le jeu. Et selon le Goku de quelle partie de Dragon Ball vous allez jouer, la façon dont ses vêtements se déchirent sera complètement différente. Par exemple, lors de son combat contre Freezer, il y a une manière très distincte dont ses vêtements se déchirent, et dans Dragon Ball Super, c'est encore différent. Donc des détails subtils comme ça, nous y avons prêté une grande attention, mais nous avons voulu rester fidèles, aussi fidèles que possible à l'œuvre originale. L'autre aspect concerne les coiffures également, avec des différences subtiles que seuls les vrais fans de Dragon Ball remarqueront. Vous avez mentionné que selon les combinaisons de personnages, ils ont des conversations différentes, mais aussi, si vous associez certains personnages ensemble, une action spéciale se produira dans le jeu. Alors IGN pose une autre question, pouvez-vous nous parler un peu plus du mode encyclopédie et de ce qui vous a poussé à l'inclure dans le jeu, ainsi que ce dont vous êtes particulièrement fier à ce sujet ? Fulotini répond, alors le mode encyclopédie, je suppose qu'il ne s'appelait peut-être pas ainsi dans le passé, mais il y avait un mode où Shishi présentait les personnages dans la version précédente. Mais encore une fois, nous voulions améliorer ça, comme vous l'avez vu, avec Videl et Bulma. Donc quand il dit comme vous l'avez vu, encore une fois, il fait référence au fait que le journaliste a testé le jeu juste avant. Donc voilà, il dit comme vous l'avez vu avec Videl et Bulma. Donc oui, c'est quelque chose que nous avons senti, que les joueurs appréciaient à l'époque, et qu'ils continueraient à apprécier avec le nouveau Sparking Zero. C'est donc quelque chose que nous voulions mettre en œuvre dans le jeu.
IGN repose la question, vous avez annoncé un grand roster de plus de 150 personnages, mais évidemment, à notre époque, il y a du DLC pour prolonger la durée de vie des jeux. Avez-vous des plans de DLC pour Sparking Zero? Y aura-t-il des packs de personnages, du contenu additionnel pour l'histoire ou autre chose à l'horizon? Donc Fulutani répond qu'en ce qui concerne les personnages, nous prévoyons de sortir 3 packs de DLC qui couvrent les personnages de Dragon Ball Super Super Hero, donc le film avec Gohan Beast et Cellmax, et des personnages de Dragon Ball Daima. Donc en gros, comme on le savait déjà, il y aura 3 packs de DLC qui vont contenir au total 20 personnages et qui vont couvrir uniquement ces 2 licences, uniquement Super Hero et Daima. Alors IGN change de sujet, quoique non, c'est toujours le même sujet des DLC en fait. Je sais que cela peut sembler être trop en avance, mais j'aimerais avoir votre avis. Il y a beaucoup de personnages intéressants dans Dragon Ball Super en ce moment que beaucoup de fans aimeraient voir comme Granola et Moro. Ces personnages sont-ils sur le radar? Aimeriez-vous inclure des personnages du manga qui ne sont pas encore apparus dans l'anime? Alors ça aussi, ça fait débat. Il y a des gens qui ont comme théorie qu'un personnage qui n'est pas encore apparu en animé ne peut pas apparaître dans un jeu vidéo. J'ai rarement vu une théorie comme ça, mais le producteur en fait... Alors, là, sa réponse est un peu spéciale en fait. Parce que ce que IGN fait remonter ici, j'ai pas l'impression que c'est la réponse du producteur. Ce que j'ai mis entre parenthèses ici, c'est, à mon avis, ce que le journaliste d'IGN rapporte. Donc il dit, pour le moment, la réponse courte est que c'est difficile pour lui de parler de ces choses-là. Même en anglais, il utilise le terme « lui ». Donc quand il dit « pour lui », c'est le producteur. Donc je pense pas que ce soit les mots exacts du producteur que vous voyez ici, mais plus ce que le journaliste il a ressenti. Donc pour le moment, la réponse courte est que c'est difficile pour lui de parler de ces choses-là. Oui, en raison de diverses situations, je suis sûr que vous comprenez. Et donc, moi je pense qu'il fait référence à la guerre des droits qui oppose les ayants droit de Dragon Ball après la disparition d'Akira Toriyama. Tout simplement. Mais vous voyez bien que dans la réponse de Fulutani, il nous sort pas un truc du genre non, comme les personnages ne sont jamais apparus en animé, on peut pas les faire apparaître en jeu vidéo. Ça c'est, je vous le dis, j'ai des exemples en tête de jeux où on a intégré des personnages dans le jeu alors qu'ils n'étaient pas encore adaptés en animé. Donc, bref. Prochaine question. Parlez-moi des arènes de Sparking Zero. Savez-vous combien il y en aura dans le jeu? Et y a-t-il des éléments uniques propres à chacun d'entre eux? Fulutani répond que pour l'instant, il y a 12 arènes programmées dans le jeu et que cela pourrait évoluer à l'avenir. Mais il y a beaucoup de gimmicks et de clins d'œil par stage. Par exemple, si vous combattez sur la planète Manu, si vous utilisez un coup puissant qui descend du ciel et que vous frappez la planète, vous verrez un changement comme lorsque Freezer combat Goku vers la fin de cette saga. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Alors moi j'ai mis une petite note, parce que perso j'ai pas compris du tout ce qu'il veut dire. Donc la planète Manu, je sais pas s'il voulait dire planète Namek, même dans l'interview en anglais, il n'y a pas de... il utilise planète Manu, alors je sais pas si en anglais la planète Manu ça correspond à la planète Namek ou je ne sais pas quoi, mais je comprends pas. Après la planète Manu, je sais que c'est une planète que Beerus évoquait, que Beerus a déjà visité, mais je vois pas trop l'intérêt en fait. Pour moi c'est juste... je sais pas, j'ai pas trop compris. Donc un autre exemple est dans le stage du championnat du monde des arts martiaux où nous avons des spectateurs. Au tout début, vous ne pouviez vraiment combattre que dans la zone prévue à cet effet, c'est-à-dire dans le ring qui est au milieu. Mais par exemple, si quelqu'un utilise une compétence qui va dans les gradins, les spectateurs fuiront et cela étendra effectivement la zone de combat. Ainsi, les combats pourront se dérouler sur une scène plus large. Une autre chose, je pense que je vous l'avais mentionné lorsque vous jouiez, mais vous pouvez perdre de vue votre ennemi. Vous n'êtes pas toujours verrouillé sur lui, et c'est voulu. Si vous faites une grosse attaque et que vous envoyez l'ennemi très loin, vous ne pourrez pas le retrouver tout de suite, surtout si vous jouez un cyborg, donc un personnage qui n'a pas d'aura. Votre adversaire ne pourra pas vous détecter, c'est un des mécanismes dans le jeu, tout cela est dans le jeu. Donc si vous jouez un cyborg, vous pouvez être projeté très loin, et ensuite avoir la possibilité de vous faufiler discrètement vers votre ennemi sans être repéré et lui faire une attaque surprise, ce qui est canonique. Les cyborgs font ça contre Vegeta dans DBZ. Donc oui, c'est une autre chose que nous voulons que vous appréciez. Et pour revenir à votre question sur les arènes, il y a plein d'objets sur la carte que vous pouvez utiliser pour vous cacher de vos ennemis. C'est quelque chose que nous voulons que les joueurs expérimentent et vous l'avez un peu expérimenté vous-même. Et moi je me souviens d'une vidéo d'un youtubeur
qui montrait qu'on pouvait même se cacher à l'intérieur des bâtiments. C'est-à-dire dans les bâtiments, genre vous pouvez rentrer par la porte et vous planquer dans les bâtiments. Et ça c'est cool. D'ailleurs c'est ce que dit le journaliste d'IGN, il dit c'est super cool. Fultani il continue en disant « Une autre chose que nous voulons que nos fans essaient, c'est que vous savez comment dans Dragon Ball, lorsque vous utilisez une compétence, vous voyez de la poussière s'envoler dans les airs. Et parfois les personnages sortent de cette poussière pour attaquer. Donc ça c'est un élément qu'ils ont voulu que les joueurs exploitent. Donc oui, il y a des moyens de combattre avec cette poussière, et vous pouvez la faire voler encore plus pour créer un espèce de mur de poussière qui rend plus difficile pour l'ennemi de vous voir. C'est quelque chose que nous voulons que les joueurs essaient également. Donc ça clairement c'est un élément d'interaction qui va être vraiment top à jouer. Bon après s'il y a de la poussière en même temps ça veut dire que vous êtes au centre de la poussière, donc c'est pas forcément super top non plus. Alors IGN parle du crossplay désormais. Donc le crossplay n'est pas prévu pour Sparking Zero si je me trompe, corrigez-moi. Mais pouvez-vous parler des défis liés à l'inclusion du crossplay dans le jeu ? Est-ce que c'est quelque chose que vous espérez ajouter après le lancement ? Et là Fultani répond que c'est un sujet délicat, difficile à expliquer. La réponse professionnelle courte est qu'il est difficile d'implémenter le crossplay. Donc quand on parle d'implémentation, on parle du côté technique. Donc voilà où nous en sommes pour l'instant. Quant à l'avenir, évidemment, nous ne savons pas encore. IGN parle du contenu solo, donc là il passe du coq à l'âne. En parlant du contenu solo, vous avez les épisodes de combat, mais qu'y a-t-il d'autre pour les joueurs en solo après avoir terminé la campagne ? Y a-t-il des défis ou des récompenses pour ceux qui veulent continuer à jouer à Sparking Zero, mais qui ne veulent peut-être pas jouer en ligne contre d'autres personnes ? Fultani répond, l'une des fonctionnalités que les joueurs, comme vous l'avez mentionné plus tôt, pourront apprécier, sont les combats personnalisés. C'est évidemment le mode où les gens peuvent créer leurs propres combats personnalisés, et soit les partager, soit y jouer eux-mêmes. Donc oui, ce que vous pouvez potentiellement faire est de créer un combat personnalisé très difficile et d'essayer de le terminer vous-même. Ensuite, vous pouvez le partager, ou peut-être que vous voulez essayer ce que d'autres joueurs ont créé également. Vous pouvez chercher ce que les autres ont fait. Ils peuvent utiliser des balises qui indiquent quel type de combat c'est. Donc concrètement, vous pourrez utiliser une balise pour dire, une balise arc cyborg, un combat qui va concerner uniquement des personnages de type Saiyan, je sais pas, on peut imaginer plein de types de balises. Les exigences pour uploader un combat personnalisé sont que vous devez d'abord être capable de le terminer vous-même. Vous ne pouvez pas simplement définir des combats impossibles et ensuite les uploader et dire aux autres, les gars, démerdez-vous avec ça. Mais à l'inverse, vous pouvez créer un stage très difficile, donc un stage, c'est-à-dire un scénario très difficile, le terminer. Et c'est une façon de dire aux autres joueurs, regardez, c'est moi qui ai créé ce stage super compliqué à faire, et je l'ai terminé. Et vous, est-ce que vous allez y réussir ? Donc voilà. Et ça, je pense que ça va être aussi un gros point fort de ce jeu. J'ai trop hâte de voir ce que les gars ils vont créer. Entre les idées de scénario complètement tarées et les niveaux de difficulté qu'il y aura derrière, c'est là où vraiment je pense que ce jeu va se démarquer. Et je pense que c'est comme ça qu'il y aura sur la longueur qui va garder des joueurs. Voilà. Bon, écoutez, c'était tout pour cette interview-là. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'annonce fracassante. Mais on en apprend quand même un peu plus. Et puis pour rappel, le jeu il va sortir le 11 octobre. Et voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, les liens de précommande sont disponibles. Et puis voilà, on a tous hâte. Je pense que c'est vraiment le jeu de l'année pour la plupart d'entre nous. Après, attention, il faut toujours rester un peu objectif. Donc voilà, perso, j'essaye de rester objectif. Mais pour moi, c'est vraiment le jeu qu'on attendait tous depuis 20 ans, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, hâte d'en savoir plus. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!